des soldats nord-coréens qui vont donc très prochainement combattre aux côtés des soldats russes pour repousser les Ukrainiens dans la région de Koursk. Ça va se produire très prochainement, c'est ce qu'affirme le chef de la diplomatie américaine. On écoute le chef du Pentagone, on écoute Lloyd Austin. Les Nord-Coréens sont-ils effectivement engagés ou pas dans les combats ? Bien que nous n'ayons pas vu de rapport significatif à ce sujet jusqu'à maintenant, il y a quelques jours, j'ai déclaré qu'environ 10 000 soldats nord-coréens étaient présents dans la région de Koursk et avaient été intégrés aux formations russes. Compte tenu de la formation des soldats nord-coréens et de leur intégration en formation russe, je m'attends pleinement à les voir engagés au combat bientôt. On s'interrogeait, général, sur leur rôle dans cette armée, sur la possibilité de voir combattre ensemble des soldats nord-coréens et des soldats russes malgré la barrière de la langue, les barrières culturelles. On imagine des cultures de combat différentes aussi, d'autant que l'armée russe, elle, a engrangé déjà une certaine expérience dans les combats, ce qui n'est pas forcément le cas des Coréens du Nord. Comment ça peut fonctionner techniquement sur le terrain ? Et ça va être le cas, c'est ce que nous dit Lloyd Austin. Il s'attend à Lord Austin, et c'est intéressant parce qu'il dit également qu'à ce jour, il n'a pas, lui, de preuve formelle de l'engagement des troupes nord-coréennes. Mais effectivement, il y a plusieurs indices qui prêtent dans ce sens-là. Le premier, déjà, c'est le renseignement, puisqu'on a vu des troupes, effectivement, venir s'entraîner à proximité. Effectivement, si elles sont intégrées dans les unités, c'est un élément qui s'avérera déterminant. On a, pardonnez-moi, ces quelques rares images où l'on voit des soldats nord-coréens dans la région de Koursk. C'est une preuve de plus. Oui. Alors, ça peut être le cas pour l'entraînement, la formation, mais l'engagement physique, il semblerait qu'il ne va pas tarder. Il y a un autre élément qui me semble très important, c'est le tir de mardi du Storm Shadow sur le PC de commandement de la zone de Koursk, dans lequel il semblerait qu'il y a 18 officiers russes et 3 officiers nord-coréens qui ont été tués, et également un général nord-coréen touché ou blessé. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si c'est effectivement le PC de commandement, si cette information est vraie, c'est assez important parce que tout le PC de commandement de cette zone est quelque part en partie décapité. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'engagement des troupes sur le sol va se faire de manière beaucoup moins fluide, beaucoup moins coordonnée, ce qui va créer un problème de plus. Donc quelque part, ce qui est bien... Les Storm Shadows, rappelons juste que ce sont ces missiles britanniques à longue portée, absolument, qui, comme les attaques MS, sont utilisés depuis 7 semaines en profondeur sur le sol. Absolument, les Storm Shadows sont tirés à partir d'un avion. Les attaques MS, c'est des missiles sol-sol. Et c'est des missiles longue portée, et l'équivalent français, on en parlera tout à l'heure, c'est le Scalp. Et donc en fait, ce tir, il est très important. Il a décapité ce qui pouvait commencer à ressembler à un état-major. Il semblerait. Il semblerait. C'est pas toujours facile à voir, évidemment, ce qui se passe sur le terrain. Et alors après, pour l'engagement des troupes, alors évidemment, il y a une culture totalement différente. Le problème de la langue, on va voir ce qui va se passer, mais effectivement, ces 10 000 Nord-Coréens qui sont là depuis maintenant bientôt 3-4 semaines... Qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi ? Donc, il y a des chances qu'effectivement, comme le dit Lord Austin, c'est qu'ils soient engagés prochainement. Alors, dans un premier temps, il semblerait que ce soit en Russie, dans la zone de Koursk, qui est actuellement occupée par nos amis ukrainiens. Alors, vous voyez ce chiffre de 100 000 sur votre écran, parce qu'on évoque déjà ce chiffre. Aline Lebaille-Crémer, Nicolas Tenzer, ils sont aujourd'hui 10 000, mais par un jeu de rotation, on pourrait atteindre ce chiffre-là. Qu'est-ce que ça signifie, ce passage à... une armée de masse, littéralement. Aline, peut-être d'abord. Ça signifie, oui, une armée de masse, une internationalisation très claire de l'agresseur, de façon opérationnelle. Il semblerait qu'il soit notamment intégré ce qu'on appelle le bataillon Bouriat, en tout cas c'est ce qui s'appelle. Donc la couverture, c'est de les mettre, de les intégrer sous cette forme-là. Et a priori, à quoi vont-ils servir ? Il y a quand même de fortes chances qu'ils ne soient pas là tous très exactement pour des questions
question de formation ultérieure, mais de servir de chair à canon et de nourrir, entre guillemets, le monstre des vagues humaines qui s'abattent sur les défenses ukrainiennes. D'ailleurs, c'est une technique militaire russe, c'est-à-dire d'épuiser la défense ukrainienne à force de vagues de soldats à usage unique. Donc il y a quand même de grandes chances, si le chiffre de 100 000 était confirmé, parce que ce qui est confirmé, y compris du côté ukrainien, alors il y a plusieurs messages contradictoires, mais ils sont à l'entraînement. Mais si le chiffre de 100 000, c'est-à-dire vraiment 10 fois plus que les chiffres annoncés, il y a quand même de fortes chances qu'ils servent à nourrir ces fameuses vagues humaines de l'armée russe. C'est crédible ce chiffre de 100 000 Nord-Coréens, Nicolas Tenzer? Alors, ça paraît comme possibilité tout à fait crédible. Oui. D'abord parce qu'il faut savoir que l'armée nord-coréenne, c'est 1,2 million de personnes et 9 à 10 millions de réservistes pour un pays de 26 millions d'habitants, donc qui est plus de la moitié de la France et la moitié de l'Ukraine. Enfin, en tout cas, l'Ukraine avant le début de la guerre. Donc, c'est une société totalement militarisée. C'est un État totalitaire. Vraiment, probablement l'un des États totalitaires les plus durs, les plus fermés. Donc il n'est pas question pour les Nord-Coréens de ne pas obéir. Donc on leur dit d'y aller, ils doivent y aller. On leur dit de mourir, ils doivent mourir. Donc c'est la solution miracle au problème de main-d'œuvre, entre guillemets, de Vladimir Poutine, en réalité. Alors oui, ça peut être potentiellement cela. Alors après, jusqu'où on a aussi l'impression que de toute manière, il n'y aura pas de révolte dans la société nord-coréenne. Déjà, on n'en a pas dans la société russe. Alors dans la société nord-coréenne, je pense qu'il ne faut absolument pas y compter. Oui, donc ça fait vraiment de la main-d'œuvre, enfin de la main-d'œuvre, de la chair à canon, quand même, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Mais évidemment, qui devient... pour une armée qui se raréfie du côté de l'Ukraine, extrêmement dangereuse. Ouais. Et évidemment, Pyongyang a quelque chose à y gagner aussi. Alors c'est ce deal qu'on va examiner jusqu'ici. Il y a ce dont on a parlé abondamment, notamment de la défense aérienne, anti-aérienne, que fournirait Moscou à Pyongyang. On parle aussi de carburant. 1 million de barils de pétrole, une aide économique également, mais ce n'est pas tout. Vous allez voir les images de ce cadeau assez inhabituel fait par Vladimir Poutine manifestement à son ami Kim Jong-un. On va voir que c'est un cadeau vivant sous forme animale. Vous voyez ces animaux qui vont être fournis aux zoos de Pyongyang. On a un lion, on a des cacatoès, on a des ours. Aline Baïkremer, on a presque du mal à y croire, mais c'est la réalité de ce deal qui a été conclu entre Pyongyang et Moscou. Entre deux tyrans qui fonctionnent aussi à l'aide de codes qui peuvent paraître un peu folkloriques comme ça, mais qui sont extrêmement violents en réalité, et de savoir ce que rappelait Nicolas, enfin, l'état de la société du pays de la Corée du Nord, ce qui est une base militaire à ciel ouvert, où les gens sont régulièrement meurent de faim pour cause de famine parce qu'il n'y a pas assez à manger. Donc on est vraiment dans les attributs de dictature. C'est presque caricatural. Oui. Donc, mais ça fait appel à des ressorts plus anciens qu'on connaît. Et on connaît aussi la passion de Poutine pour les animaux sauvages qui viendraient témoigner du pouvoir, de la vérité, de la puissance. Enfin, on est un peu chez des empereurs romains antiques. Donc il y a ça qui se joue dans les symboles. Ça, c'est une image forte, mais c'est aussi anecdotique, parce qu'en fait, la réalité, ce qui compte vraiment, c'est qu'en fait, Moscou aide Pyongyang à se renforcer face aux sanctions, Nicolas Tenzer. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Pyongyang, en fait, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, les Nord-Coréens, enfin surtout Kim? D'abord, de montrer que c'est une quasi-grande puissance. Ouais. Alors que c'est en fait une toute petite puissance. Une toute petite puissance, complètement isolée. Même que la Chine, qui était pendant un certain temps son mentor, traitait avec beaucoup de réserve, beaucoup de distance, parce que Xi Jinping se méfiait quand même des frasques de Kim Jong-un, pour de bonnes raisons, et qu'il a tout à coup apparaît comme étant une puissance nucléaire, ça on le savait déjà, malheureusement, dangereuse potentiellement, même si elle peut être détruite par les Américains, par nous, par à peu près n'importe qui, mais ça reste un danger nucléaire majeur pour la Corée du Sud. Elle montre d'ailleurs rétrospectivement que tous les efforts qu'à un certain moment la Corée du Sud avait fait pour essayer de se réengager avec son voisin du Nord, de pacifier les relations, ce qu'on appelait la Sunshine Policy. Ça, c'est fini. Tout ceci, c'est fini. Tout simplement. Enterré. Ça n'a pas marché. Vous Et puis, troisièmement, que vous avez maintenant cet État qui compte à nouveau
comme, non pas un faiseur de roi, mais comme un État qui stratégiquement compte. Et ça, Poutine lui donne cela. Ce n'est pas du tout sûr que ça plaise à Pékin, entre parenthèses, mais Poutine offre un cadeau extraordinaire, parce que Poutine lui-même est acculé. Et puis, on s'aperçoit que c'est aussi quand même, parce que là, on parle des soldats, mais aujourd'hui, en termes de volume et d'armes, il semblerait bien que la Corée du Nord, beaucoup plus encore que l'Iran, ait été le premier pourvoyeur d'armes à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Et notamment d'obus. Pardonnez-moi, vous dites on peut anéantir ce pays quand on le veut. Enfin, vous dites aussi que c'est un pays qui a l'arme nucléaire. Ils n'ont pas encore les moyens de tirer une arme nucléaire en cas de tir. C'est ça que vous nous dites. Mais est-ce que Vladimir Poutine, lui, peut lui donner les moyens de franchir ça fait partie du deal. Véritablement intouchable. Ça fait partie du deal. C'est probablement tout l'enjeu du deal qui a été établi entre le président Poutine et Kim Jong-un. C'est qu'est-ce que peut offrir concrètement la Russie ? Bon, le pétrole, la nourriture d'ailleurs, parce que des ressources comme ça, naturelles. Effectivement, ces anecdotes sur les animaux sauvages, mais surtout, effectivement, c'est des capacités russes à produire des missiles, comme on va en parler un petit peu plus tard, des missiles à moyenne portée, longue portée. Aujourd'hui, les Nord-Coréens n'ont pas une capacité, contrairement à ce qui est dit, d'aller très très loin. C'est le premier point. Deuxièmement, ils n'ont pas, à notre connaissance aujourd'hui, miniaturisé suffisamment l'arme atomique pour pouvoir le mettre sur une fusée. Donc, ce qui fait peur, quelque part, aux Occidentaux, quelque part, ce que l'on craint, sans avoir forcément trop peur, mais c'est que ces technologies, si vous voulez, soient données à la fois des missiles longue portée et à la fois une capacité de mettre une arme nucléaire sur ces missiles. Pour 10 000 soldats, Vladimir Poutine donnerait des informations, accès à une technologie si importante. En fait, il y a eu un partenariat qui a été signé il y a plusieurs mois de renforcement militaire extrêmement assumé. Donc une déclaration politique qui était vraiment de l'ordre de la déclaration de guerre, finalement, à l'Occident, à l'Europe. Parce que ce qu'ils ont en commun aussi, c'est la haine de nous, enfin la haine de la Corée du Sud, pour la Corée du Nord en l'occurrence, parce que là où il y a une énorme inquiétude qui va peut-être même amener la Corée du Sud à modifier sa constitution pour pouvoir donner directement des armes à l'Ukraine. Là, pour l'instant, ça passait par des circuits, parce que la constitution sud-coréenne interdit la livraison d'armes à un pays où se déroule un conflit actif. Mais ça c'était déjà contourné. Ça risque d'être levé tout à fait aussi officiellement. Donc, ce qu'il y a dans ce deal, donc passé il y a plusieurs semaines, c'est notamment la question de transfert de technologie sur la question du nucléaire, sur la question de l'aérospatiale, parce que le dictateur nord-coréen n'a pas non plus, lui, renoncé à aller attaquer son voisin du Sud. Donc ça donne aussi la dynamique, en fait, le mouvement des forces qui est en train de se mettre en place, de l'inquiétude des Sud-Coréens et des Ukrainiens, de la réponse aussi ferme à apporter collectivement en Occident vis-à-vis de ce monstre qui est en train d'émerger. En parlant de réponse ferme, regardez qui est venu rendre visite à Donald Trump, le président élu américain, qui est toujours à Mar-a-Lago en Floride. On a une photo de cette rencontre, c'est Mark Rutte, le nouveau secrétaire général de l'OTAN. Le communiqué de l'OTAN fait savoir qu'ils ont discuté de l'ensemble des problèmes de sécurité mondiale auxquels l'Alliance est confrontée. Bon, pour l'instant, ce sont les sourires qui sont affichés. On sait que ça peut se complexifier après, Nicolas Tenzer. Oui, enfin, je pense que là, de toute manière, aujourd'hui, tout ce que peuvent essayer de faire les alliés occidentaux, c'est de donner tous les arguments au futur président des États-Unis pour soutenir l'Ukraine, pour ne pas abandonner le combat, c'est le cas évidemment de Mark Rutte, au-delà de l'Ukraine, de soutenir l'OTAN, de continuer à le soutenir, de voir aussi ce que Trump attend en retour, parce qu'on sait que la position de Trump classique, mais en fait de tous les présidents américains, était maintenant il faut quand même que les alliés européens, ils payent aussi pour leur défense. Ce qui n'est pas une préoccupation illégitime, soyons parfaitement clairs. Alors, Trump le présente de manière brutale, caricaturale, comme il sait le faire. Mais l'idée que maintenant, il faut quand même qu'une grande partie de la défense de l'Europe incombe aux Européens eux-mêmes, c'est un message, je dirais, que Trump a à la fois raison de faire passer et que nous, en tout cas, nous devons bien entendre, que nous commençons à entendre d'ailleurs. Mais ça, il faut que ce soit le secrétaire général qui essaye effectivement d'évaluer, en quelque sorte,
voilà, quelles sont les positions de Trump sur ce sujet. Et il sait qu'il n'a pas peur de parler à Kim Jong-un, il l'a déjà fait, il dit que Kim Jong-un a sans doute hâte de lui reparler. Un mot général, en quelques secondes, parce qu'il nous reste peu de temps, sur les chances des Ukrainiens de résister à cette offensive qui se prépare. 50 000 hommes, dont 10 000 Coréens du Nord, donc dans la région de Koursk, un territoire conquis qui commence déjà à se réduire à peau de chagrin, avec cette main-d'œuvre qui arrive et qui va servir de chair à canon. C'est terminé plus ou moins pour... Non, il y a deux choses. La première chose, qu'effectivement, il y a eu une offensive d'hier qui a commencé, parce que le territoire conquis par les Ukrainiens de la région de Koursk, ça a été divisé par deux. Par contre, en ce moment, on observe une certaine de pas, en fait, une certaine de stabilisation. Et le fait que les tirs des Storm Shadow aient eu lieu sur ce fameux PC qui se trouve à mi-chemin entre Koursk et la frontière ukrainienne, c'est quand même un signal fort que ça peut déstabiliser, si vous voulez, cette fameuse offensive majeure ou contre-offensive majeure des Ukrainiens avec les Coréens.